Mercredi 29 novembre 2023, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Le Sahel veut adopter l'agroécologie pour faire prospérer son domaine agricole. Une technique recommandée par les spécialistes pour faire face aux défis liés au changement climatique. Au Sénégal, 95 agents communaux ont été formés sur la gestion durable des déchets. Cette formation va permettre aux municipalités de sensibiliser à leur tour la population pour lutter efficacement contre la pollution des déchets. Et puis la 28e conférence des parties COP28 s'ouvre ce jeudi 30 novembre à Dubaï. Le Brésil compte saisir l'occasion pour trouver un fonds international pour préserver les forêts tropicales. L'humanité tout entière fait face aux défis climatiques. Au Sahel, l'agroécologie est une alternative pour faire prospérer une agriculture durable. Respectueuse envers l'environnement, elle permet de renforcer la sécurité alimentaire des communautés locales, protège les sols et est source de création d'emplois. Plus de compréhension avec Irène Papadini. L'humanité doit faire face à des défis majeurs. Les activités humaines et l'évolution de la démographie ont engendré les changements climatiques, l'érosion des sols, la pollution et la dégradation des ressources naturelles. Au Sahel, l'agroécologie est au cœur des solutions à l'ensemble des pratiques agricoles. Cette agriculture, déjà en action, permet de préserver la biodiversité. Elle agit sur les cycles de la matière organique, permet de mieux utiliser l'eau disponible, de diminuer l'usage des intrants et de maîtriser les paysages dans le respect des processus écologiques naturels. L'association entre culture, élevage et forêt permet de retrouver la fertilité des terres et de renforcer la sécurité alimentaire des communautés locales. Partout dans le monde, l'agroécologie fait ses preuves et est au cœur de nombreuses politiques publiques, agriculture de proximité, élevage familial, pépinière, agroforesterie, production fourragère et la fixation des dunes. Toutes ces méthodes de production durable alimentent les filières commerciales et l'industrie agroalimentaire. En plus d'être au cœur de l'adaptation au changement climatique, l'agroécologie est au centre du défi de l'emploi et du développement économique au Sahel. Selon les estimations des experts, les rendements agricoles au Sahel diminueront jusqu'à 50% à l'horizon 2050 si rien n'est fait pour la maintenir en place. Il est urgent d'agir en pratiquant les actes éco-responsables afin de lutter contre les changements climatiques et de devenir un exemple pour une économie verte et durable. Les communes de la région de Ziguinchor, situées dans le sud du Sénégal, disposent désormais d'un capital humain apte à implémenter des projets dans la collecte et le recyclage des déchets solides. Au Sénégal, un atelier de formation sur l'assainissement vient de se renfermer dans la région de Ziguinchor, située à 435 km de la capitale Dakar. Il était destiné à 95 agents communaux, notamment des municipalités de Niaguis. Les apprenants ont été outillés sur les méthodes de collecte et de recyclage des déchets solides dans ces zones balnéaires où les activités commerciales génèrent des tonnes de résidus industriels et alimentaires. Selon le projet de promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides au Sénégal, cette initiative axée sur la salubrité contribuera au renforcement de l'attractivité économique du Sénégal. Les bénéficiaires de la formation seront en mesure de comprendre et d'assurer pleinement leurs fonctions et responsabilités afin que les déchets soient désormais des sources qui permettent de créer des emplois et de la richesse pour l'économie nationale. Depuis quelques années, le gouvernement sénégalais a placé l'hygiène et la salubrité au centre de sa politique territoriale avec notamment un investissement de 70 millions de francs CFA pour l'aménagement de points de collecte des déchets. En août 2023, le Promoged en a installé 29 dans la capitale sénégalaise avec pour objectif de faciliter l'acheminement des ordures ménagères vers les centres de traitement dédiés. Un éléphant a donné naissance à des jumeaux au Kenya. C'est un phénomène rare pour un éléphant, plus grand mammifère terrestre, a annoncé une organisation de conservation de cette espèce menacée.
Plus de détails avec Léonce Sagou. Les deux éléphantaux sont nés dans la réserve nationale de Samburu située au nord du Kenya d'une femelle nommée Alto, a rapporté l'organisation Save the Elephants. Les naissances de jumeaux ne représentent qu'1% des naissances d'éléphants. Mais la réserve de Samburu a la réputation de les voir naître avec d'autres jumeaux nés en début 2022. D'autres sont également déjà nés en 2006 mais n'ont survécu que quelques jours. La vidéo de ce rare spectacle a été publiée montrant Alto allaitant ses deux bébés éléphants. Les éléphants femelles ont la période de gestation la plus longue de tous les mammifères. Elle est de 22 mois, ce qui fait qu'elles ne mettent bas que tous les 4 ans. Rappelons que selon les chiffres du recensement national de la faune sauvage kenyane en 2021, il y a plus de 36 000 éléphants. Ceci représente une augmentation de 12% par rapport à 2014 où le braconnage de l'ivoire était plus élevé. L'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, a averti en 2021 que le braconnage et la destruction de l'habitat à des fins agricoles ont un effet dévastateur sur le nombre d'éléphants à travers l'Afrique. La Côte d'Ivoire a annoncé un investissement de 11,5 milliards de francs CFA pour soutenir des projets d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable. Cette initiative vise à favoriser la transition énergétique et à réduire la dépendance du pays aux sources d'énergie non renouvelables. Irène Papadina pour plus de détails. Dans le cadre des efforts déployés par la Côte d'Ivoire pour atteindre ses objectifs, en matière de développement durable et de lutte contre le changement climatique, un financement de 11,5 milliards de francs CFA a été mis à la disposition de deux banques partenaires locales que sont la Société Générale et la nouvelle Société intra-africaine d'assurance NCA par l'Agence française de développement AFD pour des projets d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable. Il s'agit d'un programme de financement qui a pour objectif de réduire la consommation d'énergie des entreprises et des particuliers dénommés sans REF à travers le développement des énergies renouvelables, en particulier l'énergie solaire et l'énergie éolienne. En termes d'opportunités, que sont des ressources financières qui vont permettre à la Côte d'Ivoire de pouvoir continuer de développer tout ce qui est approche de réduction de la dépendance aux énergies renouvelables. Le pays dispose déjà de plusieurs ressources qui permettent de mettre en œuvre assez facilement cette transition énergétique. Une partie de l'investissement sera consacrée à la mise en place de systèmes d'éclairage économe en énergie dans les bâtiments, la promotion de l'utilisation de l'énergie solaire dans les industries et la sensibilisation des citoyens aux gestes éco-responsables. Selon l'économiste Jérémy Kwadjo, les principaux défis, surtout au niveau de l'efficacité énergétique, résident essentiellement dans la réalisation d'audits énergétiques pour réduire ou amener la plupart des entreprises de consommateurs à pouvoir réduire leur consommation tant en pétrole, en gaz qu'en électricité. Les engagements pris à l'occasion de la COP21 intitulée « Contributions prévues déterminées au niveau national » ont fixé comme objectif de réduire de 28% les émissions de gaz à effet de serre entre 2014 et 2030. C'est dans ce contexte qu'intervient le programme SONREF Côte d'Ivoire, programme de finances vertes qui vise à promouvoir les investissements du secteur privé au bénéfice de la transition énergétique ivoirienne. L'énergie solaire photovoltaïque est une énergie électrique produite à partir du rayonnement solaire photovoltaïque. S'équiper en panneaux solaires est un moyen efficace de lutter contre les changements climatiques. L'utilisation de ces panneaux a plusieurs avantages et utilités qui sont développés dans ce dossier que je vous propose. Regardez. Les panneaux solaires photovoltaïques utilisent la lumière du soleil, une source d'énergie renouvelable et inépuisable. Cela signifie que l'utilisation de cette énergie ne contribue pas à l'épuisement des ressources naturelles et ne génère pas de rejet de gaz à effet de serre. L'utilisation de l'énergie solaire photovoltaïque contribue à la réduction des émissions de dioxyde de carbone et d'autres polluants atmosphériques. En produisant de l'électricité sans émission, elle permet de lutter contre le réchauffement climatique et d'améliorer la qualité de l'air.
L'installation de ces panneaux solaires photovoltaïques permet de produire de l'électricité à partir du soleil, réduisant ainsi la dépendance aux sources d'énergie traditionnelles et coûteuses. Cela peut se traduire par des économies significatives sur la facture d'électricité à long terme. En produisant votre propre électricité solaire, vous pouvez devenir plus autonome vis-à-vis du réseau électrique traditionnel. Cela peut être particulièrement bénéfique dans les régions éloignées ou lors de pannes de courant. L'industrie solaire photovoltaïque crée des emplois dans la conception, la fabrication, l'installation et la maintenance des panneaux solaires. L'expansion de cette industrie peut stimuler l'économie locale et offrir de nouvelles opportunités d'emploi. Les systèmes solaires photovoltaïques nécessitent peu d'entretien une fois installés. Ils sont généralement robustes de vie moyenne de 25 à 30 ans. De plus, ils ne produisent pas de bruit, ne nécessitent pas de carburant et n'ont pas de pièces mobiles, réduisant ainsi les coûts d'entretien. En somme, l'utilisation des énergies solaires photovoltaïques permet de promouvoir le développement durable, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réaliser des économies d'énergie, de garantir une certaine indépendance énergétique. Des champs de ruines à la place des édifices ou des espaces naturels, c'est le triste visage que présentent certaines régions des zones où la guerre fait rage. De la pollution des sols à la déforestation, les conflits armés font des victimes environnementales en plus des pertes en vies humaines. Les explications avec Vivas Amana. Au-delà des morts qu'ils engendrent, les guerres et les conflits armés ravagent la planète. De la pollution chimique des sols aux effets sanitaires délétères en passant par la déforestation, les conséquences directes et indirectes des conflits armés sur l'environnement sont nombreuses. Après plus de 50 jours de conflits armés entre le Hamas et Israël et près de 2 années de guerre entre la Russie et l'Ukraine, les victimes se comptent par milliers et l'environnement n'est pas épargné. Les terres sont ravagées par des munitions explosées ou non. Les sols subissent une pollution chimique par l'uranium appauvri et des substances radioactives. Dans certaines zones, les ravages des champs de bataille sont tels que les zones entières se retrouvent coupées du reste du monde. Une situation qui rendra difficile la régénération de ces terres complètement amochées pour les décennies. L'historien de l'environnement et chercheur au CNRS, au Centre de recherche historique Fabien Loucher, déclare que lorsqu'on parle d'impact environnemental des guerres, il y a 2 choses. D'abord les impacts des conflits déclarés qui se traduisent en combat et ceux de la préparation. En effet, la mobilisation des ressources que nécessite une guerre peut avoir lieu très loin du champ de bataille et avec des effets directs très importants. Pourtant, les effets visibles restent difficilement mesurables. Récemment, seule l'ONG environnementale Greenpeace s'est prêtée à un exercice très périlleux en essayant de répertorier les destructions environnementales causées par la guerre en Ukraine. Par les années antérieures, la guerre du Pacifique avait eu pour conséquence environnementale la déforestation de l'hémisphère sud par les États-Unis. Également, les essais nucléaires détruisent des régions et sont responsables de la multiplication des cancers entre les années 1960 et 1990. En France, 50 sites industriels les plus émetteurs de dioxyde de carbone visent une réduction de leur rejet de 45% d'ici à 2030. En ce sens, ces derniers ont signé les contrats de transition écologique au Salon des maires de France. La facture de la décarbonation de tous ces sites est estimée à 50 milliards d'euros selon les détails donnés par la Première ministre Elisabeth Borne. Commentaire signé Rafietou Mberikou. En vue d'améliorer leur bilan carbone d'ici 2030, 50 sites industriels français les plus émetteurs de CO2 devraient investir une somme colossale de 50 à 70 milliards d'euros. C'est le bilan tiré des feuilles de route gouvernementales visant à avancer sur le chemin de la décarbonation de ces sites industriels. Ce mouvement avait été initié par le président français Emmanuel Macron en novembre 2022, demandant aux représentants de ces sites de diviser par 2 leurs émissions en 10 ans en échange d'un soutien massif de l'État. C'est dans cette dynamique que ces derniers se sont retrouvés mercredi dernier au Salon des maires de France pour signer les contrats de transition écologique en présence de la Première ministre Elisabeth Borne, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, et Roland Lescure, ministre délégué en charge de l'industrie.
Une fois réalisés, ces contrats devraient permettre une production des émissions de gaz à effet de serre de 45% d'ici à 2030, ce qui permettra la division par 2 en 10 ans, soit d'ici à 2032. Cet effort sur les sites industriels les plus émetteurs aura un impact sur l'ensemble de la France. L'industrie dans son ensemble émet 20% de CO2 français alors qu'elle ne représente que 11% du PIB. Les 50 sites les plus émetteurs représentent la moitié des émissions de l'industrie dans son ensemble. Au total, ils représentent pas moins de 12% des émissions françaises de CO2. Faire un effort particulier sur ces sites a donc du sens pour avoir un effet maximal. Ceux-ci appartiennent à 4 grands secteurs: la chimie, la métallurgie, les matériaux de construction et l'agro-industrie. Pour l'industrie, 2030, c'est déjà demain. Dans la course pour faire baisser les émissions de CO2, il n'y a pas une seule solution, mais il faudra utiliser un ensemble de technologies différentes, a expliqué Philippe Merino, vice-président d'Air Liquide en charge de l'ingénierie. La volonté des industriels est forte et ces contrats montrent le chemin à parcourir. Les industriels doivent pouvoir se projeter, avoir de la visibilité. C'est ce que ces feux de route vont permettre, a expliqué du côté de Bercy. Elles permettront également de comprendre du côté de l'État ce qui doit être mis en place dans le futur pour voir ces trajectoires de décarbonation devenir réalité, car ces contrats de transition écologique manquent en effet d'engagement ferme. Le gouvernement brésilien a présenté l'idée d'un fonds international pour préserver les forêts tropicaux aux autres membres de l'Organisation du traité de coopération amazonienne. Le Brésil partage avec 7 autres pays la plus grande forêt tropicale du monde. Léon Sabo. Le menu de la COP28 se corse peu à peu. Le président brésilien Lula da Silva proposera à cet effet la création d'un fonds qui sera destiné à préserver les forêts tropicales des environ 80 pays. C'est ce qu'a déclaré la ministre brésilienne de l'Environnement. Marina da Silva a aussi présenté en quoi consistait l'initiative en expliquant que c'était un mécanisme de paiement par forêt sur pied, par hectare, pour aider à protéger les forêts tropicales des 80 pays. Il faut rappeler que le bloc socio-environnemental de l'Organisation du traité de coopération amazonienne s'étend sur le Brésil, la Bolivie, la Colombie, l'Équateur, le Guyana, le Pérou, le Suriname et le Venezuela. Un autre plan visant à augmenter la surface agricole du Brésil sans déforestation via la conversion des terres de pâturage sera également présenté à la conférence climatique, a souligné Roberto Perosa, le secrétaire en charge du commerce et des relations internationales du ministère de l'Agriculture. Le gouvernement brésilien compte investir 120 milliards de dollars en 10 ans pour étendre les zones de culture qui passeraient de 65 à 105 millions d'hectares sans déforestation. La Suède veut investir massivement dans le nucléaire pour lutter contre le changement climatique. Le gouvernement suédois a annoncé la semaine dernière la reprise de son programme nucléaire avec la nécessité de construire 10 nouveaux réacteurs d'ici 2045. La politique du pays en matière de nucléaire est en train de changer et ce n'est pas la première fois. Rafietou Mberikou pour plus de détails. Depuis plusieurs années, la Suède mise sur l'énergie éolienne pour poursuivre son objectif, celui d'atteindre un mix 100% renouvelable d'ici 2040. Le gouvernement suédois a annoncé la semaine dernière la reprise de son programme nucléaire avec la nécessité de construire 10 nouveaux réacteurs d'ici 2045. C'est une décision datant de 2022 à l'occasion du dernier changement du gouvernement. Selon la nouvelle coalition de centre-droit dans l'accord de Tido, l'ambition du pays était d'atteindre un mix énergétique 100% sans énergie fossile et non plus 100% renouvelable. En matière du nucléaire, la Suède est dotée de 6 réacteurs en fonctionnement installés au sein de 3 centrales. En septembre 2023, le gouvernement a décidé de soumettre au Parlement une proposition de loi visant à modifier plusieurs règles en matière de nucléaire. Il s'agirait de revenir sur la limite existante de 10 nucléaires maximum en exploitation,
et d'autoriser la construction de nouveaux sur d'autres sites que ceux existants. Une feuille de route gouvernementale a été présentée pour l'avenir de la filière nucléaire en Suède. Ce document prévoit de désigner un coordinateur de l'énergie nucléaire dont la charge serait notamment de faciliter le développement du secteur. Selon Ebba Busch, vice-premier ministre et ministre de l'énergie, la Suède jette les bases pour redevenir un leader en matière d'énergie nucléaire. Pour rappel, la Suède n'est pas le seul pays sur la scène européenne à miser sur l'atome pour atteindre ses objectifs climatiques. La France, la Finlande, la Slovaquie et la Hongrie envisagent également de s'appuyer sur le nucléaire dans les années à venir. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité sur Green TV International. Au revoir.